Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. On espère que vous avez tous téléchargé l'application du Studio Kalita, donc sur App Store ou Google Play. Et puis vous pouvez bien sûr nous voir sur YouTube, sur Facebook. Et puis même sur notre adresse www.studiokalita.com. Voilà, ça c'est dit pour l'heure. Place à une alia familiale, une alia, on va dire, on n'a pas souvent l'habitude de recevoir un couple ensemble. En général, chacun parle pour lui, mais là, pour le coup, c'est une alia story particulière, j'aimerais dire. Il s'appelle Steve Ohana. Bonjour. Bonjour. Et Nathalie Ohana, donc vous êtes son épouse. Voilà, oui. Bonjour. Bienvenue. On est très contente de vous accueillir. Vous êtes venue de Ranana. Oui. Voilà, c'est bien. Comme quoi, vous voyez que c'est pas si loin, Jérusalem. Ah si, c'est loin. Bon, d'accord. Okay. Mais on adore. C'est notre capitale. Oui. Enfin, il paraît. Depuis peu, mais bon. Alors, vous êtes monté en Israël il y a 2 ans et demi. Alors que rien, mais absolument rien, ne vous prédestinait à vivre ici, puisque je vais commencer par Steve. Vous avez étudié dans les plus, on va dire, les grandes écoles françaises, parce que vous avez fait Polytechnique. Oui. Vous avez travaillé en France. Vous avez été très bien intégré professionnellement, on va dire ça comme ça. Même dans la société civile. Puis vous avez aussi fait les grandes écoles, puisque vous avez fait Cannes et Hippocagne. Donc, oui. Vous étiez tous les deux un couple, on va dire, modèle, intégré. Tout va bien. Oui, voilà. Et vous étiez tout à fait, on va dire, amoureux de la France. Voilà. On l'est encore, hein, dans plein d'aspects. Voilà. Alors, je vais commencer par vous, Steve. Qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous étiez si bien, on va dire. Alors, pour moi, on peut dire que le début de mon questionnement, c'est à peu près 2001, la seconde intifada en Israël et toutes ses répercussions en France. Qu'est-ce que ça a eu comme répercussions ? Parce que bon, des répercussions, ok, mais dans votre vie privée, ça vous a touché ? Ouais. En fait, ça m'a énormément touché. Déjà parce ce qui se passait. Donc, il se passait des choses très graves, des événements antisémites, des insultes, des agressions, et que j'ai reçues quasiment comme si elles m'étaient adressées en tant que juif, donc des agressions en France, et tout ce que ça révélait sur la non-intégration d'une certaine partie de la population française, et derrière, tout ce que ça révélait de ma propre intégration, de ma propre identité et de la France en général. C'est-à-dire que quand j'essayais de m'ouvrir de ce que je ressentais à des amis non-juifs, très chers, ou à des collègues... Parce que vous aviez beaucoup d'amis non-juifs. Oui, plein. Ok. Plus en majorité. Voilà. En majorité des amis non-juifs. Tous les deux. Non, surtout Steve. D'accord. Et quand j'essayais de m'ouvrir de ce que je ressentais à ces amis, même ultra proches, mes meilleurs amis, je ressentais au mieux une forme d'indifférence et dans certains cas, même pire. Donc, ça veut dire quoi, pire ? C'était une forme d'hostilité. Arrête de nous emmerder avec tes histoires de... avec tes juifs. Je me souviens qu'il y avait un ami de l'époque qui lui avait dit « Tu sais quoi, Steve, prends un Lexomil et va dormir. » Et je me rappelle parce qu'il m'avait raconté ça en me disant « Mais ils comprennent pas qu'en fait, quand on touche à un juif, on touche à la République et tout s'ébranle. » Ouais. Donc, de manière un petit peu extra... C'était plus qu'une attaque ressentie personnellement, c'était une attaque par rapport à la République française. Tout à fait, à ma vision de ce qu'était la France, en fait. Donc, je l'ai ressenti, je me suis senti attaqué comme juif et comme français de ce qui se passait. Et j'étais profondément malheureux et attristé, chagriné de voir que les autres Français non-juifs ne ressentaient pas la même chose que moi. C'est là que le décalage est né. Alors, pourtant, il faut préciser que vous aviez beaucoup d'amis non-juifs, que vous n'étiez pas du tout religieux, ni l'un ni l'autre. Vous ne mangez pas cachère, pas... Enfin bref, c'était on mangeait dans n'importe quel restaurant, on va dire. Ok. Et donc à ce moment-là, fréquentiez pas la communauté, pas plus que ça. Si, un petit peu, le Shabbat, mais pas grand-chose. Ok, d'accord. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? À partir de là, en fait, en moi est progressivement montée la certitude au fil du temps, après mes efforts pour créer des associations de combat, de laïcité, etc. Vous répondiez aux journaux, vous répondiez à la presse. Oui, un petit peu, mais non, surtout, mais Steve, surtout l'interreligieux. J'ai créé une association qui s'appelait Allons Enfants, évidemment,
évidemment, parce que De la patrie, Marseillaise, ouais. moi qui étais officier, avec Polytechnique, je suis devenu officier de l'armée française quand même. Et donc, Allons enfants, c'était le nom de mon association laïque, interreligieuse, etc. Et après tous ces efforts, en fait, j'en suis C'était une association qui existait depuis longtemps? Non, c'est la mienne que j'ai créée avec des chrétiens. Mais il y a combien de temps? C'était en 2005. Ah d'accord, c'était suite Et- à ce ouais, bouleversement. Exactement, Ok. ça a été ma façon de lutter en fait. Et ça a été mon chant du cygne. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu que ça ne prenait pas, que c'était un combat perdu. C'est la conclusion que j'en ai tirée. Comment on arrive à cette conclusion? Parce qu'on voit que ça prend pas, que les gens restent indifférents, que tout ce qui se passe pour les Juifs, c'est pour les Juifs. Donc, c'est sous-entendu, les Juifs ne sont pas français. Donc, ça ne peut pas concerner l'ensemble de la population française. Et donc, voilà, pour moi, Alors, j'ai progressivement tiré un trait. Donc, dans ma tête, j'étais déjà parti. À peu près en 2006-2007, j'étais déjà parti. Mais là où on n'a pas bien compris quelque chose, en fait, de manière rétrospective, maintenant moi je le comprends, c'est que les Juifs n'étaient pas bien intégrés, etc. Mais c'est la société française dans son intégralité qui a une forme de maladie, parce qu'il n'y a pas cette cohésion Voilà. sociale. C'est C'est plusieurs un leurre. Ouais. C'est plusieurs communautés qui cohabitent ensemble. Mais moi, je le vois en Israël parce que je vois la différence, en fait. Yom Ha'atzmaut, on ne vous demande pas d'où vous venez. Et si vous êtes français, espagnol, Yom Ha'atzmaut, on est tous dehors avec le drapeau. Et c'est pas honteux de mettre un drapeau aux fenêtres. Donc, à l'époque, on était focalisé sur notre sort. Et franchement, 10 ans plus tard, on voit qu'il y avait les prémices déjà de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, mais vous n'en étiez pas encore là. Vous aviez aussi beaucoup d'amis non juifs. Vous ne souffriez pas vraiment de l'antisémitisme. Enfin, vous n'étiez pas aussi convaincu que lui. Non, mais Steve, il est extrêmement... Il est extra lucide. extra lucide et aussi il est très très sensible. Donc lui, en fait, le moindre signe pour lui, c'est quelque chose, un signal beaucoup plus. Ça veut dire quelque chose. Moi, j'étais beaucoup plus dans le déni. Moi, j'avais créé ma petite France à moi, avec des gens que j'aimais, un travail que j'aimais. Donc, c'était très confortable. On avait toutes nos familles en France. Alors, évidemment que j'étais très perturbée à chaque fois que je venais en Israël, puisque je me sentais, en fait, en faire partie, alors que je parlais pas la langue, que je connaissais mal le pays. Mais il y avait quelque chose qui est indescriptible et qui m'appelait. Mais j'essayais de faire taire cette voix à chaque fois que je rentrais à Paris. On reprenait le train-train. Voilà. D'accord. Alors, vous voyez l'échec de vos tentatives, on va dire, d'appel au secours, d'alerte, en fait, de la population française non juive, on va dire. Maintenant, lorsque vous avez vu une réaction après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, par exemple, ça vous a fait quoi? Ah bah justement, ça a confirmé tout ce que je redoutais. C'est-à-dire qu'après Charlie Hebdo, j'ai eu des collègues qui se sont sentis, pour une fois, concernés par la même chose qui nous préoccupait tant. Mais parce que c'était Charlie Hebdo, exact. Et pas parce que c'était l'hypercachère. Bah justement, c'était extraordinaire comme révélateur ce qui s'est passé. Parce que l'enchaînement des événements est fou. Mercredi, il y a eu Charlie Hebdo. Vendredi, il y a eu l'hypercachère. Donc, on a pu voir la différence des réactions et l'enchaînement. Donc, juste le jour de Charlie Hebdo, un énorme choc chez des amis non juifs qui m'a rapproché d'eux. Pour une fois, on s'est senti un peu en phase. Vendredi, l'hypercachère. Pas du tout un choc comparable. Rien, en fait. Rien, Genre, ils aucune sont réaction. juifs, c'est normal qu'on Voilà, les tue. exactement. Donc, en fait, Je finalement, schématise, je ça schématise. a parfaitement Et résumé. surtout la manifestation du dimanche. Voilà, elle était complètement dédiée à Charlie Hebdo et pas... Et puis, on ne peut pas ne pas parler de Toulouse. Moi, je me souviens de cette scène de Toulouse où j'étais enfermée dans mon bureau en train de regarder BFM Télé en direct, en pleurant. Et toutes les personnes que j'avais envie d'appeler, c'était mes amis juifs. Et pourtant, j'aurais pu appeler n'importe qui, puisque c'était la France qui souffrait, c'était la France qui était attaquée. Et donc voilà, c'était une forme de matérialisation de notre isolement. Alors, votre modèle d'intégration à la République française s'écroule, en tout cas intérieurement. Vous perdez tous vos amis, a priori. Oui. Vous les perdez ou vous n'avez plus envie de les fréquenter? Un peu des deux. Un peu des deux, ouais. allez. Tout s'est distendu, quoi. Voilà. Ça s'est effiloché. Alors, c'est communautarisé, en fait. Voilà, et donc vous êtes monté plus tard, donc de 2002 à 2015, il y a du temps quand même qui est passé. Ouais. On a fait des enfants, on s'est mariés. C'est pas mal. On s'est mariés, voilà. On a profité de la France. On l'a aimée, mais d'une manière beaucoup plus réservée. C'est-à-dire, on l'a choisie. On l'a pas prise dans son ensemble. Okay. On a pris la culture, on a pris... Voilà. L'ascension professionnelle. Voilà.
Vous avez grandi dans vos jobs. Qu'est-ce que vous faisiez Oui. en France, Nathalie? Moi, j'étais directrice export dans les cosmétiques. Voilà, je voyageais énormément en fait. Donc, en plus, j'étais pas très présente en France puisque j'étais plutôt à l'étranger. Et j'ai fait carrière dans le domaine des cosmétiques. D'accord. Et vous, à cette époque-là, vous faisiez quoi? Alors moi, en 2008, je suis devenu prof de finance à l'ESCP. Voilà, Subdeco Paris. Subdeco Paris, ouais. D'accord. Ok. Et vous faisiez de la recherche aussi, Ouais, je de la crois. recherche, ouais. Ok, donc le temps passe, vous commencez à rejoindre les idées de votre mari, à vous dire que finalement, il y a peut-être un autre avenir ailleurs. Et puis, finalement... Il y a eu le déclic. Le déclic, je crois que c'est... C'est quoi le déclic? C'est un événement personnel? Déjà, en fait, la naissance de mon troisième enfant, c'était en septembre 2014. C'était 2 mois après les horribles manifestations de juillet 2014 pendant Tsuketan, où en fait, il y avait vraiment des manifestations dans Paris, boulevard Barbès, où on arrachait les pavés, où on criait mort aux Juifs, où il y avait des drapeaux de Daesh. Et j'ai été vraiment paniquée, j'étais enceinte et je me questionnais Vous avez vraiment. dit, on va m'égorger. Je me suis dit, en fait, c'est rester ici et faire grandir des enfants, c'est non-assistance à personne en danger. C'est en gros... Vous avez ressenti très fort l'hostilité. Voilà. en Et fait. puis c'est vrai que j'étais en congé maternité et que j'étais dans une période de prise de recul, de lâcher prise, qui était propice à une remise en question générale. Je pense pas que j'aurais pu prendre une telle décision dans une forme de routine, boulot, métro, dodo. Ça aurait été difficile. Ok, donc finalement, elle lâche prise, elle dit allez, ok, on y va. Donc bien évidemment, comme c'est la femme toujours qui choisit, qui décide au final. Vous avez sauté sur l'occasion et vous n'avez pas mis longtemps. Moins d'1 an après, 9 mois en fait. Alors, Le temps d'un accouchement. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a vraiment mis 9 mois entre la prise de décision et l'arrivée. Mais franchement, c'était un processus hyper douloureux parce qu'on avait l'impression de massacrer notre vie. Ouais. On a mis nos meubles sur le trottoir pour que les encombrants les prennent en une fois. On a dit au revoir chaque amie de manière individuelle, leur dire au revoir. Je me souviens vraiment des scènes déchirantes où je savais que ça serait plus jamais comme avant, quoi. Et c'était vraiment difficile parce qu'on savait pas vers quoi on allait. Alors c'est ça, parce que à vos niveaux de compétences, on imagine que vous avez dû bien préparer votre alia, que vous avez peut-être créé des ponts pour trouver un job, pour faire les choses super de façon très carrée, et en fait pas du tout. Alors, on a gardé nos 2 jobs, ce qui est assez original, on va dire. Souvent, c'est l'un des 2 qui garde son job. Là, on a gardé nos 2 jobs qui nous amènent tous les 2 à voyager, en gros, 1 fois par mois. Oui, exactement. En fait, c'était censé être une situation plutôt temporaire et provisoire. Et voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Peut-être que ça ne sera pas toujours comme ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, vous voyagez, donc j'imagine, au moins 1 fois par mois. Oui, exactement, chacun. Et les enfants dans tout ça? Depuis, Steve est devenu une maman presque... en gros, il fait tout. Et non, c'est vrai qu'on c'est complètement symétrique. On est devenu interchangeables, chose qui n'était pas du tout le cas. Et qu'est-ce qu'ils disent, vos enfants? Comment ils s'intègrent? Comment ils vivent, notamment parce que ça fait beaucoup de changements pour eux. Ouais. La langue, l'école, une nouvelle ville, une nouvelle vie, et aussi des nouveaux parents. Oui, et puis surtout, il n'y a plus les grands-parents, il y a plus beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'amis autour qui sont comme des parents d'adoption. Donc bon, c'est vrai que tout a changé. Nos enfants... Ça gueule, les enfants, ou comment? Où ça va? En fait, mon fils dit toujours, il y en a marre des allers-retours. Voilà, comment il résume la situation. Ils sont petits, ils sont pas très grands. Ils ont 9, 6 et 3 ans. En même temps, je crois qu'au fond d'eux, ils sont quand même contents qu'on maintienne le lien avec la France. Parce que, voilà, dans la voiture, on leur met tout le best-of des musiques françaises. On et peut ils écouter adorent. de la musique française dans la voiture sans faire des allers-retours. Ouais. Non, ce qui est très déstabilisant. En fait, pour eux, il y a du plus et du moins. Le plus, c'est quand on est là, on est vraiment là. C'est-à-dire, c'est la sortie d'école, des choses qu'on faisait jamais à Paris. On rentrait tard le soir à Paris. Et c'était la nounou qui faisait la sortie d'école. Là, on invite des amis à la maison, on cuisine, c'est vrai. C'est une autre vie. Mais quand on n'est pas... Par contre, ce qui est perturbant, c'est l'instabilité. Qu'il n'y ait pas 2 jours qui se ressemblent, puisque un jour, c'est la maman qui n'est pas là, un jour, c'est le papa qui est là, et qui n'est pas là, etc. Donc ça c'est compliqué pour eux à gérer. On espère pour vous que ça ne va pas durer. Oui. Ou comment? C'est quoi les projets?
Les souhaits, en tout cas. Les souhaits, c'est qu'on arrive à avoir des boulots israéliens ou en grande partie israéliens. Ou couplés. Parce que c'est vrai que moi, comme je fais de l'export, je sais très bien que dans n'importe quel travail, y compris israélien, je serai amenée à voyager. Et je parle 4 langues, donc en fait, je vais forcément être amenée à retourner en Europe. Donc voilà. C'est pas pareil en étant basé exactement. Ici. Ça a un autre c'est ça, sens, une autre saveur même. Ouais, exactement. Bon, alors, s'il fallait résumer, on va dire, ce temps de latence entre la prise de décision et le moment où finalement vous sautez le pas, ces 2 ans et demi où vous êtes là, qu'est-ce qui vous reste en tête pour l'instant? Qu'est-ce qui fait que... je sais pas, que ça c'est différent, que ça vous parle, que vous êtes content d'être là ou pas? Pour moi, je suis vraiment dans l'idée que je voulais connaître autre chose que ma vie parisienne. Et sur ce plan-là, j'ai vraiment l'impression de vivre une aventure au quotidien, avec tout ce que ça veut dire de vivre une aventure, avec l'instabilité, avec les grands moments d'euphorie, avec les grands downs, où on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là? Donc moi, j'ai tout ça. C'est d'ailleurs de ce bilboul, de ce chamboulement intérieur qui est né mon blog. Parce qu'en fait, j'avais besoin... En fait, écrire, ça me permet d'y voir plus clair. Et on dit qu'ici, c'est la terre de la vérité. J'aime bien dire ça parce que... Moi, je trouve. Parce que c'est un espèce de révélateur, Israël. C'est ce que tous les gens qui défilent ici nous disent plus ou moins dans leurs mots. Alors, vous aussi, c'est un révélateur? Ouais, en fait, je n'arrive pas à être autre chose que ce que je suis vraiment. C'est-à-dire? En fait, je suis cet être submergé par des émotions. Je marche à l'affect et Israël m'a révélé par rapport à ça, puisque à Paris j'étais ce qu'on appelle en pilotage automatique. J'étais un robot qui m'empêchait de penser, de remettre en question, de questionner. Et ici, je ne suis plutôt que ça. Donc, il faudrait plutôt que je... C'est pour ça que vous êtes mise à écrire, en fait? En fait, l'écriture a été irrésistible. Elle s'est imposée à moi sans que je ne le décide. En fait, la date anniversaire de l'Alia, de mon premier anniversaire, j'ai écrit un texte très court et qui a été énormément partagé. Et puis, vous l'avez posté sur Facebook, en fait, voilà, c'est ça? Qui s'appelait « J'ai un an ». Et en fait, ce texte a été une invitation à continuer. Et donc, du coup, depuis, j'écris tous les mois sur ce que je ressens, sur ce que je vois, ce que je perçois, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas aussi. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les retours que je reçois sont plutôt... en fait, tu mets des mots sur ce qu'on vit tous, mais qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'arrive pas à dire. Et rien que de me sentir finalement normale dans mon ressenti, ça m'aide en fait. Bon, alors comment on le trouve le blog si on a envie de découvrir ces textes qui vont parler à plein de gens, j'en suis sûre. En fait, c'est sur Times of Israel version française et c'est Nathalie Oana, voilà, donc c'est très simple. Nom, tout simplement. Ouais. Bon, alors on parle souvent de l'Alia Boeing en Israël, on dit que c'est une catastrophe, que les gens ont des doubles vies, qu'on entend des trucs incroyables, que les familles partent en vrille. Comment ça se passe quand on fait une double Alia Boeing? Moi, j'estime que ça m'a rapprochée de Steve. Parce que quand vous voyagez en même temps? Non. C'est compliqué. Ça, vous n'êtes jamais ensemble, en fait. 2 semaines par mois. Mais quand on est ensemble, on est vraiment très ensemble. Non, en fait, vous cassez pas de vaisselle, tout va bien? Non, en fait, ça m'a rapprochée parce que d'abord, on vit la même chose. Donc, parfois, c'est vrai que quand la femme reste en Israël à tout gérer et l'homme... Ouais. Lui, il voyage, il est dans des lounges, dans les aéroports. Il a sa petite vie, il a son sa petite appartement. Bon, il faut pas. C'est vrai que c'est difficile ce déséquilibre. Nous, on vit la même chose. Donc, nos états d'âme, on les partage. Et en fait, voilà, c'est. Donc, bon, sur le plan du couple, moi, j'estime que ça nous a rapprochés. Après, c'est vrai que vivre en Israël impose une grande présence à soi et aux autres. On ne peut pas se permettre, par exemple, de louper des moments où on est vraiment... quand on est là, on est là. Et voilà, et en fait, il faut beaucoup de psychologie, il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup parler avec les enfants. Voilà. Quelque part, ça nous a renforcés dans notre famille parce qu'en fait, il n'y a plus de moments dilués. Mais ce qui est bien avec vous, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, tout simplement pour réussir une Alia. En tout cas, on était hyper contents de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite donc peut-être quand même si ça vous a rapproché, maintenant que vous êtes bien proches, maintenant que c'est fait, on peut prendre du champ. Vous pouvez, j'espère en tout cas pour vous, trouver un travail à votre mesure, à votre niveau de compétence.
en Israël. Je suis sûre que vous serez vous apporterez énormément à la société israélienne. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bravo d'être là. Voilà, ça nous fait plaisir. Encore un joli visage de l'Aliyah de France. Voilà, on n'est pas tous pareils, on est tous différents et il y a des gens de talent, des gens compétents et de belles âmes. Voilà, comme vous. Vraiment, merci d'être venus. Merci. Et Batzlacha dans toutes vos aventures et bon courage à vos enfants quand même. Merci. Ciao, ciao. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.